Et donc maintenant, j'aurai le plaisir de vous introduire le présentateur suivant, en fait la présentatrice, le docteur Ngira Batiou, qui vient de l'hôpital de Jolimont, qui est une partenaire des premières heures de l'association et qui va nous parler des lymphomes en général. Bienvenue Marie-Christine. Merci Virginie, merci à l'association de m'avoir invitée et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Alors, je vais faire de mon mieux pour parler fort. Je ne sais pas si vous m'entendez tous ou si je dois faire parler. Parfait. Alors, donc, on m'a proposé de faire une introduction sur le lymphome. Donc, c'est une partie un peu scientifique, mais je vais faire de mon mieux pour que ça soit avec un langage simple. Alors, donc, dans un premier temps, je vais un peu redéfinir ce que c'est un lymphome. Et puis après, nous allons parler un peu plus en détail de la composition du sang. Et on va parler des symptômes du lymphome, des différents types de lymphomes, mais également de l'incidence de la fréquence des lymphomes. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est un lymphome? Donc, comme vous le savez tous, il s'agit d'un cancer, un cancer du sang, qui se développe à partir d'un globule blanc appelé lymphocyte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un lymphocyte qui est tout à fait normal, pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure, devient incontrôlable, commence à se multiplier de manière indéfinie et forme plein de lymphocytes qui sont tous les mêmes et qui scientifiquement sont appelés des clones. Et en fait, l'accumulation de ces cellules clonales va former une tumeur qui est un lymphome. Et alors, donc, l'autre particularité de ces lymphocytes, c'est qu'ils deviennent immortels. Alors, qu'est-ce que c'est le sang? Donc, le sang est en fait un organe, comme le cœur, le poumon sont des organes. Et en fait, le sang est composé par plusieurs choses. Et donc, si vous avez tous eu une prise de sang, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le tube de sang quand on le laisse décanter. Et en fait, on voit dans le fond du tube une couche un peu foncée qui se forme et qui contient en fait les cellules sanguines. Et au-dessus se trouve de l'eau qui contient pas mal de matière inerte comme l'eau. Les ions. Les ions, c'est comme le sel, des protéines, du sucre, pas mal de déchets, mais également des gaz du sang. Alors, donc, ces substances inertes n'ont pas de vie, et en fait, les seules substances du sang qui sont vivantes sont les cellules sanguines. Et qu'est-ce que ça veut dire vivant finalement? Donc, ça veut dire que ces cellules naissent, vivent, et pendant leur vie, elles doivent assurer une certaine fonction, et après un certain temps, ces cellules doivent mourir, être remplacées par de nouvelles cellules. Alors, si on regarde un peu plus en détail les différents types de cellules du sang, eh bien, on voit que les plus nombreux sont des globules rouges. Et donc, les globules rouges sont des espèces de boules à l'intérieur desquelles se trouve une protéine qui s'appelle l'hémoglobine. D'ailleurs, quand nous parlons de la quantité de globules rouges contenus dans le sang, on a plus tendance à parler d'hémoglobine parce que c'est plus simple de parler de la quantité d'hémoglobine que du nombre de globules rouges. Alors, donc, quand nous respirons, l'oxygène arrive dans nos poumons et l'oxygène va être en contact avec les globules rouges qui vont attraper l'oxygène et qui va s'attacher à l'hémoglobine. Et ce sang qui va circuler dans tout notre corps va pouvoir alors délivrer l'oxygène. Et donc, le rôle des globules rouges est de transporter l'oxygène. Les globules blancs sont d'autres cellules qui nous protègent contre les infections. Comment font-ils? Eh bien, quand il y a un microbe qui essaie de nous envahir, eh bien, nos globules rouges s'attaquent aux microbes et l'éliminent. Et alors, nous avons les plaquettes qui nous protègent contre les saignements. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous vous êtes tous coupés un jour et vous avez vu qu'à un moment donné, le sang vous arrêtez de saigner. Eh bien, en fait, ce sont les plaquettes qui assurent cet arrêt de saignement. Donc, elles arrivent à l'endroit où il y a eu une blessure et vont se coller toutes les unes aux autres en formant un caillot. Le caillot qui est une espèce de colle qui va colmater la brèche et arrêter le saignement. Alors, les globules blancs, eh bien, il y en a en fait plusieurs types. Donc, c'est plus complexe que ça en a l'air. Donc, il y a
des globules blancs dont le rôle est d'aller manger, si on veut, les microbes. Ce sont surtout les monocytes, les neutrophiles, les eosinophiles éventuellement et les basophiles. Et alors, il y a les cellules qui vont fabriquer les anticorps et éliminer aussi les microbes, ce sont les lymphocytes. Et donc, ces lymphocytes, il y en a aussi pas mal de types différents. Il y a des lymphocytes B, les lymphocytes T et les lymphocytes NK. Alors, on va plus parler des lymphocytes B et des lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B vont fabriquer les anticorps et puis ils vont un peu garder en mémoire les microbes avec lesquels on a été en contact. Quant aux lymphocytes T, ils vont éliminer toutes les cellules qui sont anormales, infectées par les virus et les microbes notamment. Et alors, ils vont aussi aider les lymphocytes B, les autres cellules globules blancs, à éliminer les microbes. Alors, donc, pour un peu résumer le tout, donc les globules blancs participent aux réactions immunitaires. Et donc, il y a les globules blancs qui vont manger les mauvaises cellules ou alors les microbes qui sont les cellules phagocytaires. Il y a aussi donc les lymphocytes B et T qui vont plus fabriquer les anticorps et garder en mémoire les microbes avec lesquels on a été en contact. Et donc, je pense que vous avez tous eu une angine à un moment donné de votre vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une angine? Eh bien, un microbe en fait se met au niveau de la gorge et puis les cellules immunitaires vont se mettre au niveau de la gorge et surtout en venant des ganglions notamment. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de bataille entre le microbe et les cellules immunitaires, ce qui va provoquer le gonflement du ganglion. Et après que l'immunité est éliminée, le microbe, eh bien, le ganglion va dégonfler, retrouver une taille normale. Quand on a un lymphome, parfois ça se manifeste par un gonflement d'un ganglion. Donc, quand on a un ganglion qui gonfle et qui ne dégonfle pas, il faut se poser la question si il n'y a pas autre chose qu'une infection. Et c'est parfois comme ça qu'on diagnostique les lymphomes. Donc, toutes ces cellules sanguines se retrouvent dans le système circulatoire qui est composé par le cœur, les vaisseaux, artères et veines. Et alors, à côté, il y a un autre système qui s'appelle le système lymphatique où se produisent ces réactions immunitaires. Donc, c'est des petits canaux qui sont connectés entre eux par des ganglions. Et alors, ce système lymphatique est aussi un peu connecté avec la rate et également la moelle osseuse. Et donc, les lymphocytes, en fait, sont des cellules qui se trouvent partout dans le corps, ce qui est une raison pour laquelle un lymphome peut se présenter n'importe où dans le corps. Alors, donc, toutes les cellules sanguines sont fabriquées par une usine qui est la moelle ostéomédulaire hématopoïétique. Et donc, il y a une cellule bébé qui va s'orienter dans différentes voies et produire soit des globules blancs, soit des globules roses, soit des plaquettes. Et alors, ceci nous permet de comprendre aussi comment un lymphome se développe. Eh bien, donc la cellule souche dont vous avez probablement entendu parler, si vous avez déjà entendu parler d'une greffe de cellules souches, est une cellule qui se trouve dans la moelle hématopoïétique, donc dans les os, et qui est une cellule bébé qui est capable de se diviser, en fait, de s'orienter vers la formation soit de lymphocyte B ou de lymphocyte T, mais aussi d'autres cellules sanguines. Mais ici, on va surtout parler des lymphocytes. Donc, le lymphocyte, en fait, grandit, si on veut. Et puis, à un moment donné, il va devenir un lymphocyte B ou T qui est vraiment mature. Et alors, pendant sa vie, il peut subir des agressions qui peuvent être des tas de choses, des irradiations, certaines infections, certaines choses qui ne sont pas toujours comprises. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le lymphocyte malade perd la capacité de mourir et en fait acquiert surtout la capacité de se multiplier de manière indéfinie et va du coup produire plein de cellules qui seront des cellules tumorales et qui vont grossir et donner la tumeur du lymphome. Alors, ainsi, sachant qu'il existe plusieurs types de lymphocytes, on peut du coup comprendre qu'il existe forcément plusieurs types de lymphomes. Et donc, quand on dit lymphome, en fait, on parle de plusieurs choses différentes. Et donc, les lymphomes regroupent plein de maladies différentes. Je pense qu'il y en a jusqu'aux 90 types différents qui sont actuellement décrits. Mais on peut, en fait, les diviser en deux catégories. Il y a les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes non-Hodgkiniens. Alors, le lymphome de Hodgkin regroupe aussi différents types de maladies.
Les plus fréquents sont des lymphomes qu'on appelle de forme classique. Mais il y a aussi un lymphome de Hodgkin qui a une évolution plutôt lente, indolente, qui s'appelle le lymphome nodulaire à prédominance lymphocytaire, qui est moins fréquent. Et alors, à côté de cela, il y a des lymphomes non hodgkiniens. Et donc, c'est un groupe de plein de maladies différentes, mais qu'on aime bien diviser en deux catégories en fonction de leur évolution, de leur comportement, si on veut. Et donc, il y a d'abord les lymphomes indolents qui évoluent très lentement. Et il y a également les lymphomes agressifs. Donc, pour vous donner un exemple, mais vous savez sûrement cela, donc dans les lymphomes indolents, il y a par exemple le lymphome folliculaire, il y a le lymphome de la zone marginale, la maladie de Waldenström, il y a les lymphomes cutanés qu'on appelle mycosis fungoides. Il y en a plein d'autres que je ne pourrais pas citer, tellement il y en a. Et alors, dans les lymphomes agressifs, il y a surtout le lymphome diffus à grande cellule B qui est le plus fréquent. Il y a le lymphome télangiéminoblastique, il y a des lymphomes primitifs du cerveau, il y a plein de lymphomes différents agressifs. Alors, donc, comme dit précédemment, donc, quand un lymphome se présente, il se présente le plus souvent par un gonflement d'un ganglion, mais il peut aussi se présenter par en fait le symptôme provoqué par la localisation des cellules tumorales. Donc si le lymphome se met dans le cerveau par exemple, eh bien le patient aura comme symptôme des troubles neurologiques. S'il est sur la peau, eh bien, le patient remarquera une rougeur ou alors des indurations au niveau de la peau. Il peut se mettre au niveau de la gorge, donc il donnera plutôt une douleur au niveau de la gorge. Il peut se mettre au niveau de la poitrine. Et dans ce cas-là, on aura plus des problèmes de respiration ou alors des douleurs au niveau de la poitrine. Et donc, tout cela pour dire que le lymphome n'a pas vraiment un symptôme particulier, donc il peut se présenter avec des symptômes très, très différents. Et alors, il peut arriver qu'il s'accompagne d'autres symptômes qu'on appelle des symptômes B, qui sont plutôt finalement une conséquence des effets des cellules tumorales sur le corps. Et donc, on peut perdre du poids parce que les cellules cancéreuses ont besoin d'énormément d'énergie pour proliférer. Donc, tout ce qu'on mange va être utilisé par le lymphome et du coup, on va perdre du poids. Il peut fabriquer des choses qui vont donner de la fièvre ou alors des choses qui vont faire qu'on va transpirer énormément la nuit. Alors, est-ce que c'est une maladie fréquente? Eh bien, oui et non. Et donc, les dernières données du registre de cancer belge de 2015 montrent que tous les lymphomes, en fait, représentent le 6e cancer le plus fréquent chez la femme et 8e chez l'homme. Donc, c'est quand même pas des maladies si rares que cela. Et quand on regarde un peu donc les données dans le monde entier sont des données qui viennent de l'OMS. Eh bien, on voit que le lymphome de Hodgkin est une maladie qui n'est pas si fréquente que cela. C'est une maladie qui représente finalement 83 000 nouveaux cas par an, mais vraiment sur la Terre entière. Alors, il faut faire un peu attention avec ces données parce que donc, il y a des pays, surtout les pays moins développés, qui n'ont pas la capacité, la possibilité en tout cas de rapporter tous les cas. Et c'est ce qui est en fait représenté sur la première carte. Donc, on voit enfoncer les pays où il y a le plus de diagnostics de lymphome de Hodgkin. Donc, on voit que c'est plutôt dans les pays développés et dans les pays qui sont représentés par une couleur claire, en fait, ont moins de cas rapportés, mais c'est probablement parce qu'il y a moins de cas diagnostiqués. Et alors, la carte d'en dessous montre les taux de mortalité liés au lymphome. Donc, on voit de nouveau qu'il y a plutôt une inversion et on voit que dans les pays développés, il y a plus de risques de décéder d'un lymphome que dans les pays non développés, notamment à cause, mais surtout en fait à cause de la médecine qui n'est pas toujours au point dans les pays non développés. Et alors, c'est un peu la même chose pour les lymphomes non-hodgkiniens en termes de fréquence et de maladies. Mais en fait, non, les lymphomes non-hodgkiniens sont plutôt plus fréquents que les lymphomes de Hodgkin, mais de nouveau, on voit qu'ils sont plus souvent diagnostiqués dans les pays développés que dans les pays non développés. Alors, qu'est-ce qui différencie encore les lymphomes de Hodgkin par rapport aux lymphomes non-hodgkiniens?
c'est l'âge auquel les lymphomes sont diagnostiqués. Donc, sur la première partie de la dia, vous voyez les lymphomes de Hodgkin qui sont plus souvent diagnostiqués chez les patients jeunes. Et on voit que les lymphomes non-hodgkiniens sont plutôt diagnostiqués à partir de la soixantaine. Et quand on regarde les chances de guérison de ces lymphomes, on voit que le lymphome de Hodgkin a nettement plus de chances d'être guéri du premier coup. Donc les lymphomes B agressifs ont également beaucoup de chances d'être guéris, mais quand on regarde les lymphomes plutôt T, on voit que les chances de guérison sont moins bonnes que le lymphome de Hodgkin, et c'est la raison pour laquelle la recherche en tout cas, se concentre énormément sur les lymphomes T pour améliorer leur pronostic. Et voilà, donc je pense que maintenant vous savez, mais vous saviez déjà ce que c'est un lymphome. Et alors ce que je dois dire quand même, c'est que dans la plupart des cas, on n'arrive pas à vraiment déterminer la raison pour laquelle on a un lymphome. Donc ce n'est pas une maladie qui est liée au comportement qu'on a eu, aux habitudes, etc. Et alors, donc, ce que je voulais aussi dire, c'est que quand on parle de lymphome, quand une personne vous dit j'ai un lymphome, c'est probablement pas le même lymphome que le vôtre parce qu'il y a plein de lymphomes différents, avec forcément des prises en charge tout à fait différentes. Voilà, merci pour votre attention.